Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On aurait presque pu mettre édition spéciale et effectivement vous emmener dans les coulisses de ce projet de loi de finances. On a eu le regard de l'avocat fiscaliste, très méticuleux, et on va à présent regarder tout cela à travers du prisme de la gestion de patrimoine. Guillaume Berthiaud, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'avoir accepté l'invitation de Cœur de patrimoine, président de Sofidy Gestion Privée. Ce projet de loi de finances, c'est un marronnier. Chaque année, nos députés, nos parlementaires, parce qu'il n'y a pas que les députés, les sénateurs suivront, nos parlementaires s'attellent à nous fabriquer un budget, c'est ça ? Absolument, alors ça revient chaque année. On peut peut-être un peu décrypter ce que c'est que le projet de loi de finances, comment ça se passe. Alors, le gouvernement va proposer un projet de loi qui est important. Chaque année, on doit effectivement y retourner parce que c'est celui qui va autoriser l'ensemble des ressources et des dépenses de l'État. Donc, et ils doivent faire tout ça avant le 31 décembre, puisqu'on parle du projet de loi de finances 2025 et donc pour l'année civile 2025. Une petite chose quand même à préciser, cette année on n'a pas eu de loi de finances rectificative, c'était un petit peu la crainte après la dissolution. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la loi de finances rectificative, elle vient modifier les règles en cours d'année et ça c'est jamais très plaisant. C'est-à-dire qu'un épargnant peut avoir fait des choix patrimoniaux en pensant qu'il serait traité comme ça et il se retrouve traité autrement par le bon vouloir de nos élus. Exactement, c'est rétroactif. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un projet de loi rectificatif. Exactement, et c'est rétroactif. Il y en a déjà eu par le passé, beaucoup pendant le Covid d'ailleurs, 3 ou 4 pour des situations exceptionnelles qu'on a connues. Donc là, pas de projet de loi de finances rectificatif pour 2024. Donc on travaille pour la règle du jeu à venir. Et on travaille pour la règle du jeu à venir. Et donc on est en plein dans ce processus législatif qui peut paraître complexe. Même pour moi, je vous avouerai que je me suis replongé un petit peu. Parce que c'est long, C'est très long. Alors, ça commence par le 10 octobre, la présentation au Conseil des ministres. Donc là, le gouvernement a fait sa copie, la présente. Et puis ensuite, on a passé cette fameuse commission des finances fin de semaine dernière. Et donc là, c'est un florilège de propositions qui finalement on pour ceux qui n'auraient pas regardé, ne ratez pas les prochaines. Alors oui, parce que c'était quand même assez savoureux de regarder tous ces élus exactement. Nous proposer des tas de choses. C'est intéressant à faire, c'est consultable en ligne tout à fait. Et donc ça s'est passé fin de semaine dernière et là samedi patatras, finalement tout ça pour rien, puisque les députés ont voté contre les amendements sur lesquels ils avaient en partie travaillé. Donc c'est-à-dire que la prochaine étape là, qui va être à partir de ce mercredi, l'examen en séance, n'a pas de projet de la commission des finances. Absolument, on repart du projet initial et puis les discussions s'en suivront. Alors, voilà un peu pour le contexte. Ensuite, on part du projet initial qui, somme toute, assez simple. Il n'y avait pas 50 mesures. Voilà, c'est ce que le gouvernement a posé sur la table. Voilà, la copie du gouvernement. On va passer sur 3 ou 4 mesures un peu phares qui nous touchent tous. La première, elle est assez classique, c'est la revalorisation du barème de l'impôt selon l'inflation. Donc c'est normal, chaque année, on le sait, il y a de l'inflation, enfin du moins ces dernières années. Et donc on revalorise les tranches. On a revalorisé, le projet intègre une revalorisation de 2% pour une inflation de 1,8%. Donc, on a 0,2% de bonus. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc, ça, c'est assez classique. Ça peut paraître normal à quelqu'un qui entend ça comme ça, en se disant finalement, c'est normal qu'on prenne en compte l'inflation. Enfin, on l'a pas prise sur un certain nombre de planchers fiscaux qu'on a. Je pense au seuil d'entrée dans l'ISF. Je pense aux avantages fiscaux liés à l'assurance vie. Enfin, il y a des tas de seuils comme ça fiscaux qui n'ont jamais été revalorisés au cours des dizaines d'années qui viennent de se passer. J'ai même envie de dire la plupart. Oui, c'est ça. Effectivement. Et donc ça, c'est indirectement des économies pour l'État. Tout à fait. Donc la revalorisation des tranches du barème. Et puis, on a un deuxième point qui est l'allocation meublée non professionnelle. Alors ça, on en entend souvent parler, ça revient. Je ne suis pas trop surpris que ça revienne sur la table à nouveau. On peut quand même dire que c'était très avantageux. Sa réforme n'est pas forcement choquante. Il faut voir comment ça va être orchestré, mais... On combinait un petit peu le meilleur des deux mondes dans l'allocation meublée non professionnelle. C'est-à-dire qu'on avait... on écrasait les loyers imposables en amortissement comptablement une valeur du bien qu'on achetait, la valeur du bien qu'on achetait, qui est plutôt une pratique liée aux sociétés en réalité. Et sauf que ces amortissements, qui nous permettaient d'éviter de payer trop d'impôts sur les revenus, donc sur les loyers pendant la phase de détention et de location du bien, lorsqu'on le vendait, hop, il disparaissait, on n'en tenait plus compte. Bon. Le projet de loi de finances vient remettre un petit peu d'ordre là-dedans, en tout simplement n'indiquant la chose suivante, c'est qu'en cas de cession,
votre prix de revient, on va le diminuer des abattements que vous aurez passés. Et donc, mécaniquement, ça vient rehausser votre plus-value imposable. 2 choses à savoir, ça sera à partir du 1er janvier 2025, pour les ventes à partir du 1er janvier 2025, mais attention, a priori, si vous avez arrêté de faire de la location meublée non professionnelle, mais que par le passé, vous avez déduit des amortissements, ils seront gardés en mémoire, ils seront quand même utilisés, donc on n'y échappera On n'y échappera pas. a priori. Bon. Mais ça ne devrait pas peser tant que ça, patrimonialement j'entends, sur le paysan qui a fait un gîte, etc. C'est pas des valeurs qui sont prises dans ce dispositif par rapport à un appartement 2 pièces dans le centre touristique de Paris. Bah, ça va quand même faire une différence à la fin, parce que l'impôt sur les plus-values, je rappelle que c'est 19% plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc sur la durée, ça peut quand même faire une différence. Et c'est là qu'on va avoir tout le travail que nous faisons et les experts qui travaillent dans la gestion de patrimoine, de refaire tourner tous leurs calculs pour reprouver que cette solution du LMNP reste favorable. Reste favorable ou pas. C'est vrai que derrière, il y a beaucoup de travail de calcul pour actualiser ces données-là. Le LMNP, ensuite, alors cette fameuse, donc ça c'est ce qui a fait pas mal l'actualité, on voulait taxer, vous savez, les foyers les plus riches. Au début c'est toujours un petit peu nébuleux, puis finalement on a reprécisé complètement qu'est-ce qu'on entendait par là, avec la fameuse contribution différentielle sur les hauts revenus. Donc on voudrait instaurer une imposition minimum de 20% pour les contribuables, avec un revenu fiscal de référence pour une personne seule de 250 000 €, pour un couple marié ou pacsé de 500 000 €. Peut-être un premier commentaire qu'on peut faire par rapport à ça. On parle par an. Par an, exactement. Mais un premier commentaire, c'est que la notion de richesse, elle évolue souvent dans le débat public. Je ne sais pas si, des politiques ont dit par le passé, je crois, à partir de 3 ou 5 000 €, on peut être riche. C'est très subjectif, d'une part. Mais je trouve qu'avec ces sommes-là, de par mon expérience, on touche quand même effectivement une tranche plutôt élevée. Et donc, cette contribution différentielle sur les hauts revenus, tout le monde en est extrêmement méfiant. Pourquoi ? Parce qu'elle est censée être instaurée que pour 3 années. Et ça, on sait que malheureusement, les promesses... Jérôme Barré nous rappelait la vignette auto. Les exemples, malheureusement, nous prouvent que ce qui est temporaire peut devenir définitif. Voilà pour la 3e. Et puis, on peut citer quelques autres mesures un peu plus accessoires. La redéfinition des personnes non résidentes, sans gros impact. Les BSPCE, M. Barré en parlait très bien. Et puis quand même quelque chose d'important, même si c'est assez logique, c'est la prorogation de l'abattement de 500 000 € pour les dirigeants qui partent à la retraite, qui vendent leur titre de société et qui partent à la retraite. C'était censé s'arrêter à la fin de l'année et donc c'est reconduit jusqu'en 2031. Du moins, le projet l'indique. Donc ainsi. Ça... On parle là de mesures qui étaient programmées, entre guillemets, préparées, présentées, mises sur la table par le gouvernement. Ensuite, on a eu, passez-moi l'expression, mais je l'assume, le cirque de la Commission des finances qui a révélé toute une série d'amendements qui sont donc, entre guillemets, tombés parce que pas dans le projet de la Commission de finances, mais qui vont être librement présentés dans l'hémicycle par chacun de leurs auteurs. Et on va bien voir ce qui va se passer. Là, il y en a quelques-uns qui méritent quand même qu'on les regarde. Tout à fait, Cédric, parce que ça donne une température, ça donne un état d'esprit de ce qui se prépare. Et alors, il y a quelques points positifs, je tiens à le dire d'entrée. Ou du moins qu'on aurait pu accueillir positivement. Et puis d'autres, on savait que ça titillait un peu, pardonnez-moi l'expression, mais certaines personnes qui créent ces idées. Alors, premièrement, le prélèvement forfaitaire unique. La fameuse flat tax, je rappelle que c'est 30%, 12,8% d'impôts, 17,2% de prélèvements sociaux. Mais là, on voudrait tout simplement ajouter 3% d'impôts, donc de passer de 12,8% à 15,8%. Les prélèvements sociaux resteraient au même périmètre, et donc ça ferait passer cette flat tax de 30% à 33%. Pourquoi pas ? Oui, ce qui nous donne l'envie d'aller renvoyer nos députés aux études, puisqu'ils ont dit on rajoute 3% d'impôts. Et d'ailleurs, tout le monde l'a dit comme ça. Quand on passe de 30 à 33, c'est pas 3% d'impôts en plus, c'est 10% d'impôts en plus. Mais on va leur rappeler la ligne de 3, la règle de 3 assez rapidement. Ce sera pas plus mal pour eux. Tout à fait. Alors, cette fameuse aussi contribution différentielle, on venait d'en parler, on s'était dit c'est rarement temporaire. Là, on n'a même pas eu le temps. Il s'est passé 10 jours, et puis tout de suite, là, un amendement a proposé de la rendre définitive finalement, puisque
tant qu'à faire. Et puis je passe. Alors ils ont voulu aussi faire en sorte, par un amendement, d'enlever tous les retraitements, les abattements pour adoucir un petit peu la note. Donc là, on irait sur quelque chose de très brut de décoffrage. Donc voilà, la contribution différentielle, on viendrait la renforcer. Par contre, sur la partie donation, succession, transmission, il y a eu des choses intéressantes. Je vous parlais d'un peu de positif. Il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est doubler les abattements dont peuvent bénéficier les frères et sœurs, ainsi que les neveux et nièces. Donc ça, c'est toujours une bonne chose, créer les abattements en cas de transmission. Et intéressant aussi, compte tenu du contexte social, familial d'aujourd'hui, c'est de créer de nouveaux abattements pour les enfants du conjoint et petits-enfants. C'est ça, c'est adapter finalement la fiscalité aux évolutions de la famille. Sociologiques, exactement. Voilà, ça c'était plutôt pour les points positifs. Ensuite, il y a un point, bien entendu, on augmente l'impôt sur les seuils de donation, de transmission. Donc on est aujourd'hui à maximum avec 45% pour 1 805 677 €. On viendrait créer une nouvelle tranche à 49%. Voilà, donc ça rajouterait bien entendu de l'impôt pour tout ce qui est transmission. Et il y a également, toujours dans cette partie donation, succession, transmission, une idée qui avait été plutôt bonne, je trouvais, c'est de créer un abattement de donation lorsque vous donnez de l'argent à vos enfants pour les aider à acquérir leur résidence principale. Et là, on aurait ouvert une enveloppe de 150 000 €. On aurait pu donner en monnaie sonnante et trébuchante à ses enfants pour acquérir sa résidence principale en complément des abattements déjà existants. Oui. Plutôt un point positif. Je termine sur peut-être 2 autres points, ou plus si on a le temps. Non, mais 2 sera bien. Voilà, la plus-value immobilière. Ouais. Alors là, on a touché à quelque chose qui est extrêmement sensible, touché du doigt, puisqu'on est resté sur un amendement finalement non mais on en reparlera dans l'hémicycle, ça c'est sûr. Voilà, c'est l'exonération de plus-value sur la résidence principale. Là, on touche à quelque chose. Je vous rappelle que la résidence principale, quand même, dans le patrimoine des Français, c'est souvent le poids prédominant. Et donc, on viendrait conditionner l'exonération d'impôt sur la plus-value en cas de cession à une détention de 5 ans minimale, contre aujourd'hui 0, bien entendu. Et on viendrait également, toujours sur cette partie plus-value immobilière, taxer non plus à 19% plus 17,2 de prélèvements sociaux l'impôt sur la plus-value, mais là, à la flat tax de 30%. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la plus-value immobilière dans les derniers amendements qui ont été proposés pendant la commission. Bon, on continuera bien évidemment à suivre l'évolution de toutes ces mesures et de ces amendements qui vont être discutés en séance. Juste pour terminer, Guillaume Berthiaud, vous êtes au cœur du réacteur de la gestion de patrimoine chez Sofidy Gestion Privée. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous auriez envie d'adresser comme message express à distribuer ce matin sur les bancs de l'Assemblée à tous les élus pour alimenter leur réflexion au moment où ils construisent ce budget? Un seul mot, la stabilité. Moins de créativité, ne changeons pas les règles du jeu tous les 4 matins. Qu'est-ce que ça crée concrètement chez nos clients? De l'attentisme. Donc ça crée de l'égarement. Ils investissent moins. Non, ils disent je vais attendre. Donc, et puis, vous savez, en plus, quand on parle de tout ça, tout le monde n'est pas aussi. J'espère que grâce à cet échange, on mettra les choses au clair. Mais on ne parle pas du fait que c'est un amendement qui finalement n'est pas retenu, parce qu'il faut quand même se plonger un petit peu dedans. Donc, quand vous voyez ça dans la presse, en gros titre, attention, on veut remettre en cause l'assurance vie, j'en ai pas parlé, mais il y avait également ce point-là qui était mentionné. Ouais. Quand on vous fait dire que la flat tax va peut-être passer à 33%, même si, in fine, derrière, ce n'est pas voté. On entend le gros titre et Voilà, ça crée de la méfiance, donc de la stabilité, on en serait ravis. Guillaume Berthiaud, donc le président de Sofidy Gestion Privée. Merci d'être venu apporter votre pierre à cet édifice de décryptage, puisqu'effectivement, on essaye de s'y atteler sur ce maelstrom fiscal de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est la fin de Cœur de patrimoine pour cette semaine et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.